qu'on a transmis le flambeau à Chantoré-Grossat, à ma droite, et à Philippe Castelin, et qu'au moment où on pense que, après le départ de Philippe, tout est compromis, il y a des gens qui y arrivent et vous disent « mais non, on continue ». Et voilà, c'est le cas de François Massu et de Xavier Dandois de Casablanca qui prennent le relais de cette revue. Bon, avant toute chose, c'est mon côté Jackson. Avant toute chose, vraiment, on est ici dans le cadre d'un truc incroyable qui s'appelle le marché de la poésie. J'ai vécu ça il y a tant d'années, avec des tas de gens, avec le fondateur, et avec des amis aujourd'hui, qui sont Vincent Gimoneau et Yves Boudier, qui sont ici présents. Ça, c'est déjà une première chose à dire. La seconde chose, c'est que je me retrouve ici où je ne connaissais rien. J'habitais pendant très longtemps ce quartier, mais j'ai rencontré Joseph, et Vincent, c'est un endroit très sympathique. Et donc, je suis heureux d'être là. Enfin, je voudrais souligner que vous avez la chance extraordinaire ce soir d'avoir dans cette salle des personnages historiques de Dox, notamment un qui a fait un festival pendant des années qui s'appelle Polyphonix, avec Jean-Jacques Lebel, et qui s'appelle Arnaud Labelle-Rojoux. Avec mon ami Chantoré-Grossat, qui a pris la suite, et avec ce monsieur Madecheng, que j'ai rencontré à Pékin pour faire le numéro chinois. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions à la fois. Mais je voulais la partager avec vous, parce que je pense que quand le relais sera bien établi, ça sera bien que ce soit eux qui parlent tout seuls, qui fassent tout seuls leur revue. Voilà. Alors maintenant, je reviens au fil de ce que je vais vous dire. J'ai mis 8 ans. J'ai mis 8 ans à me remettre de l'échec de 68. Déprime, bouffée suicidaire. Oh. Puis Adreno Spatola est venu me relancer. Comme on jette une toupie dans ma vie. Nous sommes en juillet 76. C'est le numéro 1 de Dox. Et ça commence comme ça, par une citation fantastique qui donne le ton de cette revue, de Frantz Fanon. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors continuons avec des Européens les destiner notre pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale, de leur société et de leur pensée pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Frantz Fanon, c'est le numéro 1 de Dox, c'est comme ça que ça s'ouvre. Et ce numéro finit par un grand et beau voyage au pays des champignons magiques, des champignons sauvages et magiques, à Mérida-les-Andes. Ce qui te porte dans tant d'ailleurs, c'était précédé par cette litanie. Depuis le temps que je dis partir, depuis le temps que je dis partir, depuis le temps que je dis partir, et que je reste, et que je reste, et que je reste. Quelquefois je vais très loin, quelquefois je vais très loin, quelquefois je vais très loin, mais je suis toujours là, 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 là. Ah, là, là, à force de rester, je vais finir la 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 la. Voilà. Dox, revue de poésie contemporaine, de la poésie concrète à la poésie action, est une revue poélitique.
Poélitique. Vous avez bien entendu? Une revue poélitique. À 47 ans, Adriano Spatola, mon frère, mon ami, s'en va. Ardente vient de rééditer son livre, indispensable, traduit par Philippe Castelin, justement, vers la poésie totale. Je vous le conseille vraiment. Non seulement c'est un livre extraordinaire, mais la postface est vraiment forte. Adriano Spatola, vers la poésie totale. Alors, à l'été 91, Dox change d'adresse et passe aux Akhénatons. À mes amis, Jean Torregrossa et Philippe Castelin, qui vient tout juste de présenter sa thèse époustouflante, Dox, mode d'emploi, édité en 2002 chez Aldante. Ce premier numéro des Akhénatons reste inoubliable, d'une densité et d'une puissance inouïe et invue. Et je leur adresse alors cet envoi, mon tançon, aurait dit les troubadours. Un tançon pour les Akhénatons. Comment taire et comment dire? Découverte et redécouverte, propos et chronique, présence et absence. La vie de cette poésie, la mort d'Adriano Spatola. J'ai donc organisé cette réflexion pendant X années et aide numéro. Revivre, revivre, à vous de faire désormais. Tandis que je cesse de faire et de faire, dox, et je vais travailler sur moi. Vous serez tenu au courant. Vous aussi, lecteurs. Cette parole qui est celle du poème vrai, celui qui sait que l'écrit est le récipient de la voix et la douleur du chant, du poème vrai, celui qui sait que l'écrit n'est pas ce seul assemblage d'insectes, tantôt noirs, géométriques, abstraits, et tantôt noirs, figuratifs et idéaux. Ces insectes en rang pour des défilés rigoureux, à partir de polices exemplaires. L'écrit, c'est le passage du mot transparent au mot opaque. Et c'est la somme de tous les vocabulaires utilisés, de l'arbre tatoué aux cheveux caressés, de la photo à l'infini, au graffiti du mur d'en face, de A à Zitoum, des arabesques arabes aux signes chinois, and so on. J'ai donc regardé cette parole pendant X années. Et N numéro, nous savions que Dox ne pouvait présenter que de l'écrit. Telle est la loi des revues imprimées. Mais nous savions aussi que la poésie ne se limite pas à ce seul écrit. Forme résiduelle du poème entier, son et image, mouvement et capitaine et pêcheur de corail rouge du fond des mers. Philippe s'en va. Dox recommence et continue avec François Massu de Poésie Snowden et Xavier Dandois de Casablanca des éditions éoliennes. À eux désormais de dialoguer avec les hauts fonctionnaires nationaux et incultes des officines culturelles, de s'inquiéter des délais avec leurs imprimeurs, du coût du papier, des problèmes postaux et des transmissions informatiques des auteurs et autrices, et à eux l'immense plaisir et la joie à la réception du nouveau numéro. En hommage pour ce magnifique nouveau duo amical et un remerciement pour vous tous, qu'est-ce que je vais faire? Ça plus ça, aurait dit Bernard Hetzig. Ça plus ça. Beaucoup d'entre vous étaient à Marseille, donc je ne vais pas faire le même. Là. Genre passé futur. Yves, Alain, Arnaud, tous ces gens disent oh, tu vas pas recommencer. Non. Et j'ai retrouvé ce livre incroyable que a amené Jean Torregrossa. L'. C'est comme l'infini. L'. Quand on le couche. Et puis après, j'ai retrouvé ce livre qui est la suite de ça, de L', qui s'appelle J'. C'est un livre que j'avais fait pour illustrer des photos de clergues. Puis j'ai dit non, ça quand même, il faut que je fasse un truc un peu plus spectaculaire. Alors, ça m'a rappelé un vieux discours. L', parce que L', il a été édité chez Guigou. Guigou, c'est un imprimeur typographique qui est à l'Île-sur-Sorgue. À l'Île-sur-Sorgue, il y a un poète que vous connaissez peut-être qui s'appelle René Char. Il a fait ses premiers livres chez Guigou, à l'Île-sur-Sorgue.
Parce que Philippe Castelin aussi était le lit sur Sorgue. Et donc, M. Guigou m'a dit, je vais boucler les machines, mais je vais faire encore votre dernier livre. Et c'est comme ça que j'ai fait L' chez les Akhénatons. Alors chaque fois, il faut... Là, je vais faire le duo. Je vais faire le duo de tout, des Akhénatons, de la typographie et de la machine. Dans la rue, j'ai trouvé tout le matos dans la rue. Je parle à la machine! Rappelle-toi tout ce que tu as imprimé. Souviens-toi de tout ce que tu as écrit. Je parle à la machine. Je parle à la machine. Rappelle-toi de tout ce que tu as dit. Pierre immobile. Morte. Oui, te voilà mobile. Vive. Je parle à la machine. Je parle à la machine. Ultime fois. Mise en branle. Pour rien. Juste pour le bruit. Ton bruit. Tes sons. Ta musique. Je parle à la machine. Je parle à la machine. Nous t'accompagner, ma vieille compagne, ma vieille compagne. Je parle à la machine. Je parle à la machine. Nous jouir avec ton chant. Nous jouer de ton chant. Nous jouir de ton chant. Nous jouir avec ton chant. Nous souffler. Nous haleter. Nous exhaler. Nous aspirer. Nous respirer. Nous haleter. Nous souffler. Je parle à la machine. Ton mouvement est celui du coït mâle. La femelle est là, omniprésente, partout. C'est tout l'espace qui t'entoure. Tu baises l'espace dans les deux sens. Oh, mon inutile ressuscité. Oh, mon beau coït stérile. Je parle à la machine. Toi, souffler. Toi, haleter. Toi, soupirer. Toi, à bout de souffle. Moi, à bout de...
il manque vraiment quelqu'un. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai rencontré un ami sur le trottoir. Et il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as eu? J'ai dit, j'ai eu un ABS. Un ABS. Tu es sûr que tu as eu un ABS? Oui, oui, un ABS. Tu es sûr? C'est pas un AVC par hasard. Ah oui, oui, c'est un AVC. Oui, c'est vrai, c'est un AVC. Et je me suis dit quand même, si ça se reproduit, il faudrait que tu trouves quelque chose pour t'en souvenir. J'ai cherché et j'ai trouvé. Ave César. J'ai plus beaucoup de mémoire, mais j'ai des souvenirs. Ils sont là. J'ai essayé d'apprendre par cœur ce texte, j'en suis incapable. Donc je vais essayer de le lire le plus librement possible. J'ai rencontré Philippe, j'ai fait chez Ajaccio. On était profs tous les deux. Lui était prof de philo et moi d'art plastique. Pas de def et cheveux longs. On s'est reconnus tout de suite. Un bavard et un taiseux, on était fait pour ça, pour s'entendre. C'était l'époque d'un grand bouleversement en Corse, puisque beaucoup de gens étaient sensibles au mouvement régionaliste et venaient en Corse pour essayer de créer un espace culturel intéressant. Et on faisait partie donc de ce mouvement au travers d'une librairie, grande librairie, qui permettait ce genre de choses, notamment exposition, présentation, lecture, rencontres. On avait même créé une radio libre qui a été dont les actions ont été arrêtées par la police. Et on s'en est bien sorti parce que Mitterrand a été élu. C'est là. Un jour, Philippe me met entre les mains un bout de papier un peu froissé avec des mots inscrits, des flèches, reliant ces mots, et il me dit un peu avec malice, est-ce que tu peux organiser tout ça, présenter tout ça? Comme j'avais pas mal de bouteilles aux Beaux-Arts, ça n'a pas été trop difficile. Mais c'était un début. Un autre jour, en me montrant un numéro de Docs, il me dit, voilà, Julien Blaine, qui est le créateur de cette revue, me propose d'organiser et de créer un dossier des créateurs en Corse. Est-ce que tu veux en faire partie? J'ai pris le numéro de Docs, il est là d'ailleurs. Le voilà. Je peux le faire passer. Et donc je le feuillette comme ça. Et je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est la poésie, recherche expérimentale, poésie. Ça, la poésie. Mais, pour moi, la poésie, c'était des oiseaux qui avaient du mal à atterrir. Et l'alcool de Prévert. Bon, je me suis dit, ben, pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a des images.
je pourrais toujours faire des images, je sors de Beaux-Arts. C'est à cette occasion que je rencontre Julien Blaine. Je le rencontre assez souvent depuis. Et pour la première fois, je le rencontre évidemment avec Philippe, à Troyes, je me souviens chez Philippe, on a créé, organisé la partie Corsica. D'ailleurs, je vais vous montrer. C'est très visuel. Hein. Voilà. Cette partie, on l'a organisée un soir à Troyes. Alors, il faut bien se mettre dans la tête qu'il n'y avait pas d'informatique. Il y avait des ciseaux, de la colle, du scotch, des crayons et des feuilles préformatées pour avoir le format de la revue. Tu t'en souviens? Alors j'étais là et je me disais, bon, tu ne comprends pas grand-chose à ce qui est en train de se construire. Mais quand même, il faut composer, il faut organiser un espace, une page. Ça, c'était dans mes cordes. Et au final, en écrivant ce texte, je me suis rendu compte que c'est une place que j'allais avoir pendant très longtemps. Organiser plastiquement les choses. Pour le coup, j'avais fait un visuel, il est exposé là-bas. C'est un boulet de canon qui fracasse Napoléon. Comme vous le savez peut-être, Napoléon est né à Ajaccio. Philippe était pêcheur de corail, entre autres, parce qu'il a fait plein de choses. Il a même été jockey, il a même fait le champion de France de natation. C'était un vrai poisson. Son véritable amour, c'était la mer. Et il avait donc un hangar où il stockait son matériel de pêche. Il y avait de la place. Je lui ai demandé si je pouvais occuper une partie de cet atelier. Ok, je l'ai occupé. Et voyant ça, il est venu lui aussi, et on a commencé à travailler côte à côte, en regardant un petit peu ce que faisait l'autre. Ça a duré un petit moment, et puis s'est installé assez progressivement l'idée de travailler ensemble, et de faire des travaux en commun. C'était une idée. Un jour, encore un autre jour, Philippe revient du continent et apparemment il avait été à une manifestation de poésie contemporaine, j'ai oublié où, et il est revenu tout à fait emballé parce qu'il avait vu notamment tout ce qui était de poésie performative et tout l'engagement du corps dans la poésie. Donc il m'en parle, et on se met assez rapidement au boulot, sans trop savoir sur quoi ça allait déboucher. Il venait de l'écriture, des mots, et moi je venais de l'image. Donc il fallait un peu associer tout ça si on voulait travailler ensemble. Et il nous a paru évident que la performance, en tout cas l'occupation d'un espace, c'était le meilleur endroit où on pouvait, associer nos talents. On en avait, mais on ne le savait pas encore. On avait beaucoup de talents, mais on ne le savait pas encore. Très vite, une chose aussi étonnante, c'est qu'on a été obligé d'écrire des partitions. Donc chaque performance avait une partition avec des rôles bien définis, des gestes bien définis. Je passe très vite, hein, parce que ça s'est passé en 30 ans. Autre chose qui était évident, c'est qu'on ne faisait pas de la poésie, on la fabriquait. On la fabriquait comme des maçons fabriquent un mur. C'était vraiment physique, avec des matériaux, avec des pigments, avec de la sciure, il y a même eu des parpaings. Cette expérience a duré quelques années quand Julien Blaine a proposé à Philippe de prendre la suite
de Dox. Prendre le relais, exactement. Philippe me demande alors à l'époque ce que j'en pensais. J'ai dit qu'il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser. J'ai des petites réminiscences cinématographiques. Et en fait, je pense qu'il savait déjà ce qu'il allait faire, mais il avait envie d'entendre ce que je venais de lui dire. Il me demanda alors si je voulais participer. Et je lui ai dit qu'il y a des offres qu'on ne peut pas refuser. Mais j'ai rajouté aussi, tout à fait sincèrement, que c'était une mission quasiment impossible de faire Dox après Blaine. On ne serait pas au niveau. Et qu'on allait donc organiser de très belles funérailles, mais ça ne durait pas très longtemps. En fait, je me trompais lourdement. Pour une chose essentielle, c'est qu'on s'est pris au jeu, et que moi, les oiseaux qui atterrissaient mal, c'était déjà loin. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'informatique est venue, a ouvert la porte, un grand coup de pied, et Dox, c'est devenu Dox++. D'abord, parce qu'on travaillait en informatique et que c'était plus facile de faire 400 pages que de faire 200 avec des ciseaux et de la colle. Deuxièmement, on pouvait, par l'intervention des DVD, faire rentrer les gestes, l'espace, le corps. Troisièmement, et une chose essentielle, c'était que d'un clic, on avait accès à tous les artistes poètes du monde entier. Et ça, c'était quand même nouveau. Ça a duré 30 ans, 20 volumes. Les derniers avaient 400 pages, ou 450 pages. Hein. C'était déjà pas mal au début, hein. Mais après, je vais vous en montrer d'ailleurs. Je ne vais pas montrer le premier. Regardez comme il est beau. Oui. Il est magnifique. Oui. Alors sur le premier, il est bien parce que il y a un petit bonhomme là. Je vais vous montrer. Ici, il est là. Il est sur un rocher à Capodimour. Je ne sais pas si vous connaissez la Corse. Capodimour, c'est l'autre. Voilà, le golfe d'Ajaccio. Capodimour est là. Ajaccio est là. Il est là, il est tout nu. C'est Blaine. Hein. Alors, de la main gauche, il nous fait au revoir, bonne chance. Et de la main droite, il tient autre chose. Hein. Vous pouvez le feuilleter si vous voulez. Mais vous ne me le perdez pas parce que moi, je n'en avais pas beaucoup. Alors, il y avait un truc très bien là-dedans, c'était qu'il y avait une question, est-ce que le mail art est mort? Vous savez ça? Eh bien, c'était prémonitoire, parce que c'est terminé. Et puis, il y a un truc aussi, ça aussi, c'est... Ça, je m'en suis rendu compte en le feuilletant. La couleur est arrivée. Incroyable. La couleur, ça veut dire... à l'impression, c'est dur. Hein. Et ça tombe, bizarrement, ça tombe sur un travail d'Akhenaton, où on avait loué un ULM qui, pendant un mois, faisait le tour du golfe d'Ajaccio avec une bannière. Au lieu d'avoir marqué Carrefour au champ, il y a marqué tout point de vol. Il y a des choses dont on était assez fiers. Alors, ensuite, je ne suis pas trop long. Voilà, je vais parler de trucs. Alors, comment dire, c'est pas une occupation, c'était vraiment quelque chose de très qui nous prenait beaucoup de temps, évidemment. Le temps, ça veut dire 6 mois dans l'année, hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et parfois, on râlait parce que
ça nous prenait tellement de temps qu'on ne pouvait plus travailler pour nous-mêmes. C'était une fausse interprétation, parce qu'on était nourris aussi quand même de ce qu'on recevait. Hein. On était quand même au centre, au cœur du réacteur de la création. Hein. Donc on recevait beaucoup de choses. Et évidemment que on prenait ça, ça nous influençait. Il y a des choses qu'on retenait. Alors, Dox nous a donné aussi beaucoup de choses. On a pu faire le tour du monde, en Chine, États-Unis, Québec, etc., etc., en faisant des performances par le monde. Comme c'était des performances où la langue n'entre pas en ligne de compte, mais c'était des performances qui mettaient en place des espaces multimédia, c'était visible par tout le monde. Aussi bien un Chinois qu'un Québécois. Québécois, c'est plus facile. Donc la dernière de Dreyfus, c'est ça. Oui, vous voulez dire le feuilleté, évidemment. J'y arrive, c'est presque fini. Nous sommes invités à Valence par Bartholomé Ferrand pour présenter notre travail lors d'une performance. Je vous parle de ça d'il y a à peu près 2 ans. Nous sommes fin prêts, la pandémie commence à envahir l'Europe, c'est terminé pour l'Espagne, plus rien ne fonctionne, dont le CNL, comme par hasard, et puis. Philippe subit une attaque cérébrale et passe des mois et des mois à Marseille. Son état est très sérieux. Il rentre en Corse et entame une période de repos durant laquelle il se remet progressivement, en tout cas de son esprit brillant. Physiquement, c'est pas terrible. François Massu nous rend visite et nous filme à ce moment-là. Durant 7 mois de convalescence, évidemment, la question se pose de la survie de Dox. Je me rends à l'évidence, pour Philippe, rien n'a changé. Tout doit continuer comme ça. Malheureusement, le 21 octobre 21, il ne sera plus de ce monde. Je n'ai pas eu la force de poursuivre cette magnifique expérience, j'en ai vraiment pas la force. Akhenaton n'existait plus, et ça s'arrêtait là, si je le décidais. Je ne trouverais pas rapidement une personne qualifiée qui pourrait non pas faire revivre, comme je l'ai entendu tout à l'heure, mais de prolonger la vie d'Akhenaton. La vie d'Akhenaton, c'est encore une autre histoire. La vie de Dox. J'avais écrit à Julien Blaine, je ne vais pas vous lire la lettre, lui disant que ça me paraissait très difficile de trouver 2 personnes qui sacrifiaient autant de temps et d'énergie. Il n'avait pas répondu. C'était étonnant de sa part. Il m'avait simplement dit que j'étais un brin pessimiste. En fait, je pense qu'il avait quelque chose derrière la tête. Mais moi aussi. Cette idée, c'était François Massu. On avait déjà travaillé avec lui. Il avait organisé une exposition de Dox à Charleville-Mézières, dans la chambre de Rimbaud, s'il vous plaît. Et on avait exposé aussi dans sa galerie à Paris. Philippe avait eu la même idée. Il aurait été, je pense qu'il aurait pensé la même chose que moi. Un rapide échange avec Julien, avec Tabrin, ôte à toute hésitation, c'était François Massu. Je suis d'autant plus satisfait que François Massu fait appel à Xavier Antoine Casabianca, qui est un très bon éditeur à Bastia.
c'est un plaisir supplémentaire que la DOCS reste en Corse. Je vous remercie. Donnons quelque chose. Si vous avez trouvé, merci. Trouvez pas, tant pis. Hein. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Tu vas où? Je suis toujours là. Ouais. Deuxième, de faire un livre. Seulement ma signature. C'est dedans sans mots et sans face. Tout vide, tout blanc, tranquille. Comme ça. Voilà. Ça c'est facilement. Après ça, livre, je donnais votre bibliothèque. Si vous n'allez pas, poubelle. Maintenant, deuxième, c'est encore simple. Quelque chose. Voilà. Finish. Je fais comme chez moi.
Chez moi, c'est un peu plus fort souvent. Chez moi, c'est aussi bordélique, hein. Vous inquiétez pas. Allez. Chez moi, j'ai une lettre aussi. Chez moi, j'ai des casquettes aussi. Bon, je l'avais pas encore. Mais finalement, ce soir, peut-être que je peux me mettre là, ça te dérange pas. Au pire, je prendrai ton texte. T'es ok, toi? T'es ok? T'es ok? Bonsoir. Mademoiselle, j'ai bien reçu votre demande de paiement des indemnités journalières pour votre congé maternité débutant le 23 août. Je vous informe que je ne peux pas indemniser cet arrêt. En effet, pour avoir droit aux indemnités journalières, vous devez être à jour de vos cotisations. Or, vous ne remplissez pas cette condition. Pour cela, vous pouvez contester. Dans le délai de 2 mois, à compter de la réception de ce courrier, article 142.1 du Code de la Sécurité sociale. Je vous prie d'agréer, mademoiselle, mes salutations distinguées. Le technicien chargé de votre dossier, Stéphane Thomas. Stéphane, tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, ça va? On monte, on baisse? Comment tu m'entends, Stéphane? Bien, ok. Merci d'être là, Stéphane. Déjà, tu as fait le déplacement à Marseille la dernière fois, ça m'a beaucoup touchée. Tu étais un peu à la bourre, mais je t'en veux pas. Là, tu es là, tu es debout en plus, c'est hyper touchant. Et ben, voici ma réponse. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Je produis de la matière. Vous ne travaillez pas. J'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai pas exercé un effort continu en vue de produire ou de modifier quelque chose. J'organise des cellules en 3 groupes. Ectoderme, mésoderme, endoderme. Vous ne travaillez pas. Ectoderme, mésoderme, endoderme. Vous ne travaillez pas. Semaine 6, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai cependant produit un tube neural. Vous ne travaillez pas. Semaine 7, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai 2 cerveaux.
Semaine 8, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai 2 fois moins d'estomac qu'une vache, mais 2 fois plus que toi peut-être. Vous ne travaillez pas. Semaine 9, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai fabriqué 2 genoux. Semaine 10, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je suis dotée de 4 oreilles. Vous ne travaillez pas. Semaine 11, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'amorce la fabrication de cordes vocales. Vous ne travaillez pas. Semaine 12, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je suis en pleine production de Faner. Semaine 13, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai produit du lanugo que je ne verrai peut-être jamais. Semaine 14, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je suis d'une prostate. Semaine 15, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai mis en place tout un système de pompe appelé poumon. Semaine 16, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je produis de manière indirecte Semaine 17, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Cependant, je produis une nouvelle sorte de... Semaine 18, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je viens de mettre en place tout un système de gaines autour de fibres nerveuses comparables à celles en plastique autour de fibres électriques. Semaine 19, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai réalisé un produit servant à protéger les peaux délicates, nommé
Vernix. Je ne sais pas si vous connaissez le Vernix, mais avec le Vernix, on va partout. Avec le Vernix, toi, tu as certainement dû avoir du Vernix, mais toi aussi, en fait. Mais toi aussi, en fait. Et moi aussi, en fait. Et nous aussi, en fait. Le Vernix, ça rend la vie plus douce. Le Vernix, ça rend la vie plus fun. On peut avec le Vernix, on peut passer comme ça avec le Vernix. Oui, on passe comme ça avec. Semaine 20, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Cependant, je creuse des sillons dans mon deuxième cerveau. Semaine 21, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai fabriqué deux. Semaine 22, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je sécrète doublement de l'insuline. Semaine 23, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Le travail commence. Le développement relatif à la structure organisée de fibres contractiles assure le mouvement de mon colocataire. Semaine 24, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Ma deuxième tête se part de cheveux. Semaine 25, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Ma deuxième paire de globes oculaires commence à prendre de leur couleur. Semaine 26, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Les organes du système nerveux périphérique composés de neurones souvent regroupés en ganglions et projetant leur axone à travers les tissus achèvent leur développement. Semaine 27, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Les vaisseaux sanguins irriguent maintenant les deux nouvelles viscères placées dans ma seconde cage thoracique. Semaine 28, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Le deuxième organe qui filtre et renouvelle le son assure la production d'une grande quantité de cellules sanguines. Semaine 29, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Semaine 30, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je garde mes 4 yeux bien ouverts. Semaine 31, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Les testicules de mon corps sont maintenant descendus dans le scrotum. Semaine 22, 32, je ne sais plus. J'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Ça bouge, ça s'agite, 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 ça bouge, ça s'agite. Semaine 33, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai une tête en haut et une tête en bas. J'ai une tête en haut et une tête en bas. Semaine 34, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Ça change de couleur à l'intérieur. Ça stoppe tes déchets, ça entasse, ça entasse, ça stoppe tes déchets, ça entasse, ça entasse, ça stoppe tes déchets, ça entasse, ça entasse. Semaine 35, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Votre deuxième cerveau est maintenant prêt. Semaine 36, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai maintenant la capacité d'avoir un double hockey. C'est Semaine 37, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé, mais je n'ai jamais été aussi proche du travail, tout aussi proche du travail, mais tout proche, comme ça, mais comme ça, là, Semaine 38, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Le travail commence. Il est né. Merci.
semaine. Je ne lis pas. En ce moment, vous croyez que je lis, mais il n'en est rien. J'ai lu, mais je ne lis plus. Je ne sais plus lire. Lire m'éprouve. Lire m'épuise. Lire m'aggrave. Je n'ai jamais été brillante lectrice, j'ai toujours lu avec souffrance. Je lis d'interminence à arythmique. Je lis en bloc à l'essouffle, je déchiffre à la lettre avec l'index qui suit l'alignement des lettres. J'abrutis mon canal carpien dans l'égarement des lignes. Je lis sous la contrainte, celle des autres. La lecture me fond en ruine. La lecture ne va pas de soi, ni vers vous. Elle reste à cœur de déchiffrer proprement. Je lis et je m'assomme. Lire me va mal, me met à nu des butées et des bugs. Lire n'est pas un hobby. Lire ne relève pas de mon champ de compétences. J'ai lu, et ce temps est révolu. J'évite de lire pour ne pas donner à mon cerveau les pleins pouvoirs. J'ai lu sous une couette des nuits durant sur une mezzanine à bord de plafond. J'ai lu dans le train de voyage obligatoire entre les grains de sable de la plage, dans le hamac au-dessus des épines de pin et aux toilettes. Apporter à mon cerveau des savoirs extérieurs me place en situation de danger intense. J'ai lu enfant, même si petite, planquée dans le coin de la classe, dévorée des imagiers, des magazines, des méthodes pédagogiques et romans niaiseux destinés aux élèves des classes supérieures. J'ai lu pour engranger mes études. J'ai copié-collé les textes issus des livres pour me les faire entendre. J'ai recopié des listes des livres dans les bibliographies de mes mémoires d'études. J'ai fait mine de les avoir lus un à un. J'ai grave menti sur mes lectures universitaires et j'ai obtenu mes titres en n'ayant lu que les titres de certains des livres cités. Par appel de notes, j'ai été diplômée sans avoir vraiment rien lu de tout ce que j'avais prétendu connaître et personne ne s'en est offusqué. Une ligne d'un livre, d'un pioché au hasard dans la bibliothèque vient donner une à plusieurs informations à mon cerveau qu'il met en lien immédiat avec toutes les autres informations qui leur sont directement corrélées, celles qui pourraient se connecter avec elles et celles qui n'auraient jamais dû trouver de lien entre. Mais mon cerveau tente le coup, et pourquoi pas, espèce de bâtard de turbine en combinaison. J'en ai lu, des fois. La traduction du jet de lecture, même mineure, se manifeste par une cogitation immense et où chaque ligne me renvoie à une réflexion interne infinie. J'ai lu des livres aux enfants, de beaux grands albums écrits gros et aérés. Chaque nouvelle information lue se greffe à l'ensemble des circuits déjà connectés d'informations organisées, comme faire se peut dans ma tête, au risque de modifier tout un agencement précaire, toute une logique de classification des données, via la remise en question de celle-ci au devant de nouveaux éléments textuels issus du livre. La lecture et le ton me tuaient, ivre d'effort, et je chutais du coup avant les mômes dont j'avais la garde et la responsabilité de lire un livre avant d'aller dormir. La lecture a un effet dévastateur sur mon énergie. J'ai passé la main à ces vifs gaillards tout juste tirés de l'analphabétisme de la grande section vers le CP, qui me devançaient de souffle et d'intonation, imperturbables vigiles. Les lignes qui brouillaient mes yeux étaient leurs papilles. Lire créer des ravages intellectuels pour m'expédier au cœur d'un conflit de réflexion et d'associations infinies, voire invraisemblables. J'ai lu des pages datées et des livres de poche non choisis dans la chambre de l'hôpital, des livres subtilisés et des livres douteux auto-édités. J'ai lu des livres boiteux et composé leurs pages manquantes. J'ai lu pour passer le temps si lent et ennuyeux qu'il fallait le laisser filer entre ces pages d'autres historiens de l'existence. J'ai lu jusqu'à l'âge de raison, jamais franchi, et puis par manque de temps pour se faire, s'est effiloché le temps de lire. Apporter de la lecture à mon esprit est une bouffée toxique de verbes, une nourriture psychique empoisonnée. Tous ces mots, tous ces sons, cette tournure de style alambiquée. Chez moi, des livres en pile, je les ouvre parfois, ils s'empoussièrent.
J'ai longtemps cru que ma condition psychiatrique se situait au cœur du descriptif de ma non-lecture, par empêchement concentrationnel, par effet secondaire lié aux capsules, par voie de développement de handicap. Je consulte mes livres, je les collectionne pour ne jamais m'engager à les lire. Le processus en réalité s'inverse par surexcitation des canaux ioniques, voltage dépendant, par surinterprétation de tout ce qui se passe. Un passe, des cadenas qui me décrivent. Je ne suis pas capable de lire connement sobre, sans constituer une matière nouvelle en temps réel et en lien avec toutes les autres substances déjà présentes. Mon cœur, cerveau sursollicité bétonne des ponts et serre jointe des passerelles. Voilà pourquoi lire m'angoisse, même si Je les feuillette et les observe. Je regarde les images, les écritures en diagonale. Je comprends l'intérêt qui recouvrirait le fait de lire ces livres. Alimenter mon esprit par le biais de lecture, quelle qu'en soit l'essence, les vertus nutritives, me conduit vers une association d'idées démentes, trop engageantes, qui déborde ma chape déjà surhabitée, surabondant de pensées en congestion. Depuis des années, j'ai continué de me procurer des livres que je ne pouvais lire. J'ai sillonné les librairies, convulsé en certaines. J'ai cru que mes problèmes de santé constituaient mon empêchement de lire. J'ai pensé que les médicaments m'endormaient, rendaient floue ma vue et déviaient ma concentration. Contre toute attente, si j'écris des paves et des trombes, je ne lis rien, ou presque. J'ai stoppé tous les médocs et j'ai recommencé à lire à plusieurs reprises. Je n'y suis pas parvenue. Je lis des courriers postaux, je lis mes courriels, je reçois vos SMS et vos émoticônes, je déchiffre les lettres que m'adresse la CAF, et c'est tout. J'ai pensé que ma fatigue, que j'accumule, m'empêchait de lire. J'ai essayé de dormir, je n'ai pas davantage pu me remettre à relire, et j'ai continué de veiller tard entouré de mes bouquins muraux. Je m'empêche de lire, m'intime l'inouïe abstinence, car lire infiltre et envahit mes canaux ioniques, tensieux dépendants, puis repart s'oublier dans le brouillard des connaissances confondues. Je ramasse des livres, toutes sortes de livres déchus, déposés dans la rue sur des rebords de fenêtres, dans des sacs opaques, crevés, en piles dans des cartons humides, aux bordures de librairies en faillite, dans des bennes en vrac, dans des cabanes dédicacées aux lisières des vides-greniers et des Emmaüs. Lire m'échappe par les trous des yeux, jamais ne m'assied sur la page. Lire m'évade ailleurs que dans l'histoire, lire m'envoie valser et discourir au lointain de la comète de mes pensées. Je ramasse ces bouquins abandonnés, tout genre confondus. Je les examine, les sélectionne, je les feuillette, les dépoussière, je les dégraisse à la crème et au coton, je les passe au congélateur, à l'alcool, je les répare, les recolle et les range, les trie, les mets en boîte, je les descends à la cave depuis qu'on en a découvert la contingence. Je les donne et les offre comme neufs et sélectionnés pour l'occasion. Je les réouvre parfois, je les oublie et les découvre à nouveau, leur donne un petit coup de neuf à la lingette. Je ne lis rien, mais tout me parle. Puis je discours sur des livres non lus, sinon suspectés d'avoir été lus avant la grande crise que précède l'éradication des livres. J'aime mes livres que je ne lis pas. Je dis « j'ai lu ». Je crois, cela me dit quelque chose, cet ouvrage. Je pense avoir consulté ces pages, déchiffré son langage exigu, de fond en forme, imprimé en images mentales et qui me sont familières, tout comme ce signataire qui s'est déjà rencontré. Il m'entoure et cohabite avec moi, constitue les doubles murs d'isolation de mon appartement. Il s'empile comme des échalas et me protège des mots pourris et assassins des mondes flippants et miséreux. J'écoute des critiques écrites pour être lues de livres à la radio. Je pense alors presque avoir lu le livre par station hertzienne. J'écoute des livres audio avec des voix connues mais fausses, tout en m'attelant à 2 ou 3 autres activités de pair afin de brouiller les pistes. Ils enrichissent mon quotidien, de leur mystère, de leur tenue sous couverture. Ils renferment ces histoires auxquelles je n'aurais piètrement accès. Ma réflexion se dépêtre depuis toujours de celle d'autres écrivains penseurs, sous-passés à l'anti-instar de tout compétiteur de phrases nourries par celles-là. Ils me titillent et me sollicitent dans mon incapacité à les honorer. Ils me stimulent et ne me demandent qu'à les ouvrir. Ils m'intimident et m'émeuvent d'avoir été circonscrits, cousus, paginés, soutenus par d'autres mains que les miennes. Je ne peux me résoudre à m'y astreindre, y consentir quand ce jet de lire m'est envahissant, venimeux, nocif, pulvérisateur du bâti algéco confondu en circulation de front à la petitesse de la stabilité psychique qui est la mienne. Les livres, je les examine sans fin, je scanne la date de publication, je parcours le sommaire sans m'attendrir aux détails, je dévore les images et inspecte la typographie, j'analyse la mise en page et compare la légende, souligne les italiques et braille les abréviations, je comptabilise les notes en bas de page et capitule sur les citations, je souris aux remerciements et check les autres livres écrits par l'auteur ou parus dans la même collection.
En ce sens, j'écris sans fond, sans sélection sourcée, sans référence nécessaire, sans notes et sans repères, sans parcours scolaire complété, libre et agile en proie au gouffre imaginaire. L'abîme de mes mots par goulet frénétique, dépourvu de ceux des autres, rangés sur feuilles numérotées dans les Je ouvrages. tout un livre en temps de pause, mais je lis mal. Je délie mal les mots, je respire un peu partout, il n'y a pas lieu d'être la pause. Un halètement du livre, malvenu, je reprends mon souffle aléatoirement, je lis sans trêve d'un trait, ils disent que j'ai 5 poumons. Les gens disent souvent que je lis, mais je ne lis pas. Sur scène, je déclame, alors oui, il est vrai qu'à un temps donné, j'ai dû lire. Les gens disent que je lis sur scène alors qu'aucun élément visuel ne leur permet de suspecter que je lis. J'ai lu debout, en marchant, en cavale dans les wagons des transports, dans les salles d'attente et dans mon lit. J'ai appris ces lignes que j'avais écrites par cœur et je les récite ensuite à voix haute comme ici, présente ma peau pour partition. Sur scène, les gens pensent que je déchiffre un livre alors que je n'ai même ni support papier, ni support téléphonique, ni support projeté dans les airs ou même hologramme. C'est bien parce que j'entends ces sons que j'ai dû les écrire, que j'ai su les retenir ensuite. C'est la musique qui fixe dans ma mémoire. C'est le rythme qui cale l'ordre des choses à connaître, à débiter par bribes, en cascade, en masse, en connivence au contexte. Je ne suis pas magicienne, même si on me pressent une carrière de cirque. J'engrange mes textes que je ne pourrai jamais lire. Je lis rapidement le livre pour l'apprendre, mais jamais je ne lis le livre comme une lectrice. Les gens ne pensent pas à de la tricherie de ma part, mais quand même, je commence à douter du fait que je ne lis pas complètement. Je réfléchis brièvement ces pages pour ne pas me confronter à le lire en public. Je lis comme une flèche et retiens ce qu'il faut de lecture pour jouer en scène. Lire ici baille, même à voix basse, est une aberration. Je dis, je ne lis pas. Qu'à cela ne tienne, si vous pensez que j'ai lu, alors que je vous jure que non. Le geste de lire n'était dû au consentement en lectrice, n'était pas concrètement entendu comme on lit un livre, comme on parle des pages qui font défiler sous les yeux. Pensez-vous une franche seconde que je sois à ce moment même en train de lire? Je vous assure que je ne lisais pas, que je ne lirai plus, que j'ai fini de lire. Je vous assure que je ne lis pas, que je ne sais pas lire, et que dorénavant je ne lirai plus, que la lecture m'est lointaine et ancienne, la lecture s'est archivée dans ma vie et ne m'arrivera plus. Et que ce que j'ai dit n'était pas empreint de lecture, mais plus tentative de parcourir les livres qui m'évitent ou ceux qui m'empêchent de les approcher à la bouche. Et vaines seront toutes vos interprétations quant à ma propension à partager avec vous, par mes aventures, un vulnérable ou impromptu temps de lecture publique. Tout ce qui est lu est su et assimilé au fac-similé. Qui veut des petits beurres? Merci. Bravo. Je vais vous présenter un poème qui figurera dans Docs prochaine. Enfin, oui, celui-là, celui qui va paraître bientôt. C'est un poème que j'avais envoyé à Philippe Castelin et je suis très content d'apprendre, j'étais très content d'apprendre que François Massu reprenait Doc et publierait ce texte. Donc ce texte s'intitule Fraxinus Excelsior. En fait, c'est un hommage au sculpteur gallois David Nash qui a créé un H-Dome dans une vallée du Pays de Galles en 1977, un dôme de 22 frênes vivants. Donc il les a modelés pour en faire un vortex. Et donc j'ai voulu, pour lui rendre hommage, écrire 7 calligrammes en forme de frêne, composés d'une ramure de mots et d'un tronc et de branches. Portrait du frêne.
Forêt ou bord de rivière isolée ou planté en haie, le frêne aime le soleil, endure le gel jusqu'à moins 17 degrés. Bourgeon conique, trapu, anguleux de couleur noire, sortant mi-avril. 3 semaines après, voici les feuilles, opposées, pennées, entre 9 et 13 folioles vert foncé, quasi sessiles, lancéolées, pointues. Le bois du frêne est blanc à reflets nacrés, rosés. L'écorce lisse se fissure en crevasse après 30 ans. Frêne élevé, Europe boréale, grande taille, maximum 40 mètres, tronc rectiligne, écorce verdâtre, couronne, branches dressées en forme de dôme, croissance rapide, Fraxinus excelsior. Famille du frêne. Famille des oléacées, 65 espèces de frênes, frères, origine hémisphère nord, frêne de chêne chinois, frêne à feuilles étroites, orne ou frêne à fleurs, produisant une manne non miraculeuse, exudat sucré, résine issue de l'arbre à cause de piqûres d'insectes, griffes de chat ou incisions des hommes. Frêne et saule ne sont pas parents, mais ont même trogne de tétard. L'hiver, par temps de gel, le jardinier frappe et coupe. Grosse tête pleine de bosses et cicatrices causées par la serpe. Frêne élevé, histoire familiale frénétique, famille oléacée, 400 espèces à feuilles opposées, cousinade nordique, le troène, le lilas, le jasmin, le forsythia, un cousin méridional, l'olivier, Fraxinus excelsior. Reproduction du frêne. Le frêne élevé fleurit après 30 ans. En mars, les feuilles s'ouvrent avant les feuilles. Fraxinus excelsior, c'est la confusion des genres. Des arbres sont mâles, d'autres femelles. Certains sont mâles avec des branches femelles. D'autres sont femelles avec des branches mâles. Certains sont mâles 1 an, femelles l'an d'après. Parfois, ils portent des fleurs complètes. Le vent pollinise les hermaphrodites. Les fruits sont des samars simples en touffe qui restent sur l'arbre en hiver. Voilà un bon moyen d'identifier le frêne élevé, garde-manger pour écureuils et chardonnerets. Frêne élevé, fleurs en grappe, femelles, de pourpre à vert pâle, ou mâle, une paire d'étamines, du rouge au jaune, ni calice, ni corolle, fruits ailés, vert vif en été, marron en automne. Fraxinus excelsior. Santé du frêne. La nature succombe ou se rebelle. Météorologie délirante. Prédateurs invisibles.
une sourde souffrance serre le cœur, amertume de voir disparaître la création, les créatures. Mais le frêne élevé offre aussi des remèdes. Le frêne guérit les morsures du serpent. Il est la providence des impuissants. Son écorce est fébrifuge. En cas de sécheresse estivale, les feuilles sont données au bétail. La freinette est une boisson rafraîchissante, pétillante, anti-rhumatismale, à base de feuilles. Frêne élevé, décimé, malade, coupable chalarose, attaque, nécrose, feuilles écolées, chancreux, gourmands, infectés, couronnes desséchées, maladies chroniques, mortelles, parasites invaincus, Fraxinus excelsior. Usage du frêne. Le frêne n'est pas un matériau moderne. Pendant des siècles, on en a fait du parquet, des barreaux d'échelle, des gouvernails, des rames. La main du jardinier se ferme sur la poignée en frêne de la serpe qui élague les branches du frêne. Comme une vache, le jardinier se frotte le dos au tronc lisse d'un frêne, seul dans la frênée, loin du monde des affaires, de la finance et de la mécanique. Le jardinier rêve, endormi dans son hamac de coton, suspendu entre deux frênes. Il rêve du cercle de David Nash, du dragon rouge, du lac gauche du pays de Galles, Cumri. Frêne élevé, lourd, objet, bois à polir, outils, manches, pioches, pelles, haches, bêches, armes, lances, javelots, arcs et flèches, bois dur, flexible, onctueux. Fraxinus excelsior. Poème du frêne. Tiep, 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 gazouillis, pouillot véloce, tiep, tiep dans les frênes bourgeonnants. Masse et coins de métal résonnant. Le jardinier fend les rondins de frênes abattus par la maladie. Première suée de l'année pour la cuisinière à bois. L'effort font l'effort, fendre au fer les fûts de frêne pour le feu. On élague à la scie les branches qui touchent les murs et fenêtres de la maison. La forêt de frêne attend la tempête. La vieille femme est sortie avec un cajot ramasser le bois mort des frênes. Les frênes étaient cicatrisent au bord du canal. La fumée monte, nuage bleu, spirituel. Frêne élevé, poésie, tap, tap, pivert, tap, tap, réveil, soleil, perçant la brume à travers les dômes, veines de frêne en vortex, racines creusant, pivotant, défonçant le sous-sol planétaire. Fraxinus excelsior. Mythologie du frêne. Le frêne
sacré pour les Scandinaves, axe de l'univers, s'enracine au corps d'Ymir, monte au ciel après la création de Midgard, à la périphérie de la terre par les Ases. Dans la mythologie grecque, le frêne est l'arbre de Poséidon, dieu des séismes. Dans l'Iliade, le javelot d'Achille est en frêne. Pour les Slaves, le frêne a le pouvoir de chasser les serpents. On se repose à son ombre sans crainte. Une chèvre, au sommet de l'arbre Yggdrasil, se nourrit de ses feuilles. Un aigle est perché dans les branches. Un faucon vit entre les yeux d'Yggdrasil. Frêne élevé, arbre, premier support du ciel, racines plantées dans la sagesse, les dieux, dragons et géants et sorcières, l'aigle et le cerf et l'écureuil vivent au milieu de Fraxinus Yggdrasil Excelsior.